Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois sur notre chaîne de YouTube. On va parler aujourd'hui du deuxième épisode sur la fondation d'intérêt privé. On a déjà parlé un petit peu sur ce type de fondation, bien sûr, dans l'épisode numéro 1. On a parlé un peu des caractéristiques de la fondation, un peu des membres de la fondation. On parle du fondateur, bien sûr, du conseil de la fondation, des bénéficiaires, etc. Et bien sûr, des biens qu'on peut protéger avec la fondation. Qu'est-ce réellement l'objet principal de la fondation? Beaucoup de personnes me posent cette question-là. Ouvrir une société, ouvrir une fondation, on va parler un petit peu plus de ça. Selon la loi numéro 11 de la loi de la fondation d'intérêt privé, on parle de la protection des biens de la fondation. À savoir, l'un des aspects les plus importants qui poussent de nombreuses personnes, bien sûr, à créer une fondation d'intérêt privé est le suivant. Pour tous les effets juridiques, les biens de la fondation constituent un patrimoine distinct de celui du fondateur. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être saisis, confisqués ou faire l'objet de mesures conservatoires, sauf en cas d'obligations contractées ou de dommages causés dans le cadre de la réalisation des objectifs de la fondation. En aucun cas, ces biens ne répondront des dettes personnelles du fondateur ou des bénéficiaires, sauf si l'origine du litige est liée à des obligations ou dommages survenus dans l'exécution des objectifs de la fondation ou en vertu des droits légitimes des bénéficiaires. Qu'est-ce que je veux dire? On crée une fondation, on va transférer tous nos biens immobiliers, nos actifs, nos comptes bancaires. On va dire si on a des œuvres d'art, pareil, si on a des bateaux, pareil, ou des avions, pareil. Tout ce qui est un patrimoine, on va le transférer dans la fondation d'intérêt privé, qui va constituer bien sûr une entité juridique à part de celui de la personne qui va transférer ces biens-là. Ça peut être le fondateur ou non. On verra ça dans un petit moment. Alors, s'il existe un procès juridique contre eux, ou le conseil de l'administration de la fondation, c'est l'équivalent des directeurs pour une société, ou du fondateur, ou du protecteur de la fondation, ou même des bénéficiaires de la fondation. Et entre parenthèses, il y a des fois des personnes qui ne savent pas qu'ils sont bénéficiaires d'une fondation. Alors, s'il existe un procès contre eux, tous les biens qu'ils ont à leur nom à eux peuvent être en risque, bien sûr, d'embargo, de blocage, du procès en tout cas juridique qu'il existe. Mais les biens qui sont dans la fondation d'intérêt privé sont totalement protégés. On peut y penser à peu près au cas de joueur du PSG, Achraf Hakimi, qui a transféré tout son salaire à celui de sa mère, même si en fait, ce qu'il y a de mieux, c'est de faire une fondation, et tous ses biens étaient protégés pour son divorce. Alors maintenant, pour parler un petit peu plus de la fondation d'intérêt privé, la fondation d'intérêt privé a été créée comme un mix de entités juridiques ou de mouvements juridiques qui peut exister partout au monde. Par exemple, on va citer maintenant, c'est un instrument juridique unique combinant les fonctions du testament, qui n'est pas une entité juridique, mais c'est un document juridique, du trust anglo-saxon et de la société anonyme. Le testament, quel est l'avantage ou le désavantage du testament? Le testament, cela veut dire que si quelqu'un a un bien immobilier en son nom propre et il va indiquer dans un testament qu'il veut passer ce bien-là à sa femme ou à ses enfants, par exemple, en premier, ce bien-là n'est pas protégé durant le long de sa vie. S'il y a un procès juridique, ce bien-là est en risque. Deuxièmement, à la fin, il faut aller, bien sûr, à un juge, à la cour, pour pouvoir avoir une résolution et confirmer, ratifier ce testament-là. Et d'autres personnes peuvent indiquer qu'ils sont vraiment intéressés par le bien de cette personne-là parce que, par exemple, ils ont aidé cette personne-là pendant 20 ans sans recevoir de paiement, par exemple. Et il y a aussi le trust anglo-saxon. Ça se fait directement avec une entité financière ou une banque. Et vous n'avez pas directement, vous, le droit, la rapidité pour pouvoir agir et faire n'importe quel changement que vous voulez envers vos biens qui sont, bien sûr, administrés par le trust. Et vous avez la société anonyme. Et la société anonyme a deux caractéristiques. La société anonyme est pour le business, même si je peux avoir une société anonyme qui va juste acheter un immobilier où je vais habiter, point final. Mais la différence entre la société anonyme et la fondation est que la fondation ne peut pas créer, ne peut pas réaliser du transfert du business de manière constante. Cela veut dire que je peux pas, avec ma fondation d'intérêt privé, ouvrir un restaurant ou un supermarché, par exemple. La société, bien sûr, vous pouvez le faire. Et la différence, c'est que même si vous avez un certificat d'action par rapport à la société, où vous êtes l'actionnaire de la société, à la fin de votre vie, il faut aller aussi à la cour pour pouvoir gérer son certificat acquis
va aller ce certificat-là avec une procédure de succession. Dans quelques pays, vous devrez même payer des impôts pour la succession. Au Panama, non. Maintenant, je sais que dans la première vidéo, on a parlé un peu des membres de la fondation. Ici, je vais me consacrer un petit peu plus sur les bénéficiaires de la fondation. Parce que je pense que c'est les membres les plus importants. C'est eux qui vont recevoir à la fin ou à une condition spécifique, qui vont recevoir les actifs de la fondation pour pouvoir faire ce qu'ils veulent ou ce qu'indique bien sûr le règlement de la fondation. Alors à savoir, ces bénéficiaires-là peuvent être panaméens, étrangers, peuvent être de votre famille, peuvent être de n'importe quelle nationalité, de n'importe quel âge aussi. S'ils sont mineurs, bien sûr, le mieux ce serait de contracter quelqu'un pour qu'il puisse administrer les biens-là pour le bénéfice de cette personne-là, qui va recevoir ces actifs-là à partir d'un âge spécifique. Cela ne veut pas dire qu'à partir de 18 ans, il va pouvoir recevoir ces biens-là. On peut indiquer tranquillement dans la fondation que je veux que ce bénéficiaire-là reçoit ce patrimoine-là à partir de, j'ai un exemple, de 23 ans et en même temps qu'il ait une carrière universitaire. S'il n'a pas ces deux conditions-là, cette personne-là ne peut pas recevoir ces biens-là parce qu'à la fin, ce sont des biens d'où vous avez vraiment travaillé et vous voulez que cette personne-là ait la capacité et soit mûre pour pouvoir, bien sûr, administrer de la meilleure manière, en tout cas, ce patrimoine-là. Comment on va indiquer qui sont les bénéficiaires, avec quel pourcentage ils vont recevoir, bien sûr, ces biens-là? On le fait avec un règlement privé de la fondation d'intérêt privé. Le règlement privé de la fondation est la conséquence de la constitution, de la création d'une fondation. On va créer une fondation pour avoir un règlement qui va servir, bien sûr, de testament. Dans ce cas-là, comme on a déjà dit plusieurs fois, on a des témoins du notaire. Le notaire et bien sûr le cabinet d'avocats qui vont être là pour pouvoir vous guider et protéger et ratifier, bien sûr, ce règlement-là. Dans ce règlement-là, vous pouvez indiquer, comme je viens de dire, le pourcentage que chaque bénéficiaire va recevoir, bien sûr. Si par exemple vous avez $1 million, vous pouvez indiquer 30% pour ce fils-là, 30% pour la fille et 40% pour votre femme, par exemple. Et la caractéristique qui est géniale de ce règlement-là est que même si c'est une écriture publique, même s'il y a des témoins du notaire, bien sûr, pour donner une solidité à ce règlement-là, il y a votre avocat aussi, il y a le notaire aussi, c'est un règlement qui est tout à fait privé. Vous ne pouvez pas aller dans le registre public du Panama ou sur Google ou ChatGPT chercher qui sont les bénéficiaires et les conditions de ce règlement-là parce que c'est privé. Ça ne va pas sur Internet, ni ça ne va pas s'inscrire au registre public. Parce qu'à la fin, c'est un vrai avantage, bien sûr. Dernier petit point, les bénéficiaires n'ont aucune obligation envers de la fondation. Ils bénéficient simplement des actifs de la fondation à partir du moment prévu, qui indique bien sûr le règlement de la fondation. On peut dire bien sûr dans 20 ans, dans 30 ans, ou quand la personne qui va créer la fondation meurt. Les bénéficiaires peuvent être des personnes physiques, des personnes morales, des personnes de toute nationalité et de tout âge. Le fondateur lui-même et même le conseil de l'administration, l'équivalent des directeurs, comme on a déjà expliqué, de la fondation, peuvent être les bénéficiaires aussi de la fondation, de manière partielle ou non. Alors, on a déjà parlé beaucoup plus sur la fondation dans cette vidéo. On est ici pour vous conseiller sur la fondation. On va, comme j'ai déjà dit, bientôt sortir cette formation. On parle avec plus de détails de la fondation d'intérêt privé parce que je pense que c'est la structure juridique plus efficace pour la protection patrimoniale de votre famille, de votre travail. Il y a quelques services, quelques démarches qu'on peut réaliser à distance sans que vous ayez l'obligation de voyager au Panama. Par exemple, l'ouverture de compte bancaire au Panama. Par exemple, avoir votre numéro fiscal ici au Panama. Ce sont des démarches, des points spécifiques que vous pourrez commencer à établir, à demander avant de venir au Panama, même si vous avez un plan de venir dans 1 an au Panama. Et en plus, on va rajouter la constitution de sociétés anonymes et même de fondations d'intérêt privé peuvent se faire aussi à distance. Et même si vous voulez acheter un bien immobilier, ça peut se faire aussi à distance. Alors, on est là pour vous guider, pour vous protéger. Alors, c'est pour ça que je vous redis, likez la vidéo et partagez-la. On vous attend au Panama.